Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une heure de débat classique aujourd'hui autour de nos questions énergétiques. Pas mal de choses d'ailleurs autour de l'énergie. Peut-être même qu'on va parler que de ça. Non, parce qu'il y a aussi toutes les histoires chômage, retraite, emploi, voilà. Et puis parce que je sais que certains de mes invités, ça c'est pour le coup c'est un point d'interrogation. Certains de mes invités maîtrisent le sujet, cette histoire de gaz contre la data qui me passionne. Vous avez peut-être suivi ça quand même. Donc visiblement les Américains et la Commission européenne sont arrivés à un nouvel accord sur la possibilité pour nos data de voyager tranquillement jusqu'aux États-Unis. Est-ce qu'on a échangé ça contre du gaz naturel liquéfié? Et après tout, pourquoi pas? C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Bertrand Martineau, salut Bertrand, conseiller emploi pour l'Institut Montaigne, Léonidas Kalogeropoulos, salut Léonidas. Bonjour. Président fondateur de Faits et Arguments. Médiation et Arguments. Ça aurait pu. Et vice-président du mouvement patronal éthique, et Erwan Tison. Salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Donc, tiens, démarrons avec l'énergie. Est-ce que vous vouliez parler de la crise de l'essence? Moi, a priori, je me dis, bon, on va faire une pause. Non, mais vas-y, Léonidas. Je vois pas en quoi c'est significatif de quoi que ce soit. Voilà, il y a une grève, il y a des raffineries qui sont bloquées, et puis on sait que c'est exponentiel. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec la banalisation de ce que l'on est en train de vivre. D'abord parce que je représente des entreprises, des coursiers. Non, mais que ce soit un coup dur, je suis d'accord, mais de la logistique. Responsable, enfin. Comment ça, personne n'est responsable? Non, personne n'est responsable. Non, je ne peux pas entendre ça du tout, parce que entreprendre, c'est un concept de responsabilité. Et la responsabilité individuelle est à l'origine de tout ce que on peut créer comme richesse et de tout ce qu'on peut détruire comme richesse. Et je ne peux pas me résoudre du tout à l'idée que dans une situation de guerre dans laquelle nous sommes, il y a une guerre. Oh, non, tu peux pas. Non, mais écoute, c'est invraisemblable. Pardonne-moi, on est en désaccord total. Total. C'est l'application du droit de grève, c'est un droit constitutionnel. On est dans une situation de grève, de guerre, qui a eu des conséquences sur l'énergie, avec un bouleversement de l'économie, avec une mise en tension pour savoir comment, dans cette économie de guerre, on va s'en sortir. Et là, il y a un maillon de la chaîne qui dit: je tiens le robinet et je mets le pays totalement dans cette crise énergétique et cette crise géostratégique européenne. Je mets le pays en otage. Et ça me faisait penser, on a eu cette comparaison des taxis de la Marne. C'est les taxis de la Marne qui disaient: la presse qui a sauvé, eh bien je fais d'abord grève. Mais pourquoi est-ce que la direction n'a pas ouvert des discussions? Mais d'abord... Au mois de juin, l'intersyndicale a commencé à revendiquer, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on le voit dans énormément d'entreprises, au mois de juin. Pourquoi est-ce que la direction de Total n'a pas ouvert des discussions à ce moment-là? Mais direction de Total qui lâche, j'ai rien contre moi, mais qui lâche du jour au lendemain quand même un dividende exceptionnel de 2,5 milliards. Bon t'as des gars qui usent de leur droit constitutionnel à faire grève face à cette direction qui ne veut pas discuter avec eux. Franchement, là, je ne vois pas où est le scandale. Eh bien, je pense que la moindre des choses eût été que, d'une manière ou d'une autre, les négociations commencent, et que si elles devaient être bloquées, on trouve une manière de faire grève. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas différentes manières, une palette d'outils pour manifester son mécontentement, que ce soit des grèves de zèle, il y a 1000 manières. L'idée que l'on est dans une société que l'on peut détruire et que l'on peut avoir ce choix de dire qu'importe la société, je la casse parce que mon intérêt n'est pas entendu, ça me semble être insupportable. Ça me semble d'autant plus être insupportable que le jour où la société aura vraiment été en ruine, ceux qui souffriront le plus, ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle. La menace de chaos perpétuel me semble être une mise en défi de notre collectif. On ne peut pas avoir des entreprises qui vivent dans cet environnement-là. Léonidas, laissons s'exprimer Bertrand. Je suis
pas totalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, simplement, moi, je ne mettrais pas ça sous l'angle de l'exceptionnalité. Après tout, c'est pas plus dommageable à l'économie que les grèves à répétition, parfois très très dures et très très longues, de la SNCF ou de la RATP, à la fois économique ou pour la vie quotidienne des gens. Je pense que, alors évidemment, alors on est dans des circonstances particulièrement difficiles, mais dans tous les cas, il y a une absence totale de responsabilité, un individualisme absolument forcené. Mais de qui, Bertrand? Enfin, bon Dieu, non, ce ne sont pas des une loi. Non, mais les raffineries se mettent en grève dans un cadre très strict. Oui. Peut-être que le gouvernement aurait dû réquisitionner plus tôt. Il l'a pas fait à 2 ou 3 jours. Mais bon Dieu, le droit de grève, c'est important. Oui, mais il ne s'agit pas d'entreprises lambda. Non, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a un cadre très strict. L'État a également un droit constitutionnel à utiliser la réquisition. Tout à fait. Qu'il le fasse. Eh ben, qu'il le fasse. Il ne l'a pas fait. Il aurait même pu le faire d'ailleurs pour les grèves de la SNCF et de la RATP peut-être. Mais enfin, bon, je ne sais pas si le degré de drame est aussi important que le dit Léonidas, mais sur le principe, je suis assez d'accord. C'est absolument scandaleux. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas et je ne me permettrai pas de la situation de Total. Ils ont effectivement des bénéfices colossaux, mais les salaires sont en ligne avec les bénéfices colossaux. Oui, tout à fait. Voilà, donc on n'est pas face à des smicards versus le grand capital. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, le gouvernement dit, écoutez, c'est un conflit de droit privé dans une entreprise. Oui, alors c'est vrai et faux à la fois. Voilà. D'ailleurs, pardon, mais... Attends, Erwan. Non, mais sur les causes, j'ai pas tout a été dit. Moi, je vais pas me mouiller là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est sur les conséquences. Alors, on voit les files d'attente, 15% des dépôts des distributeurs d'essence qui sont bloqués ou qui sont en situation de pénurie. Moi, il y a deux choses qui me font un peu peur là-dessus. C'est d'une part la température sociale qui augmente un petit peu, et avec les réformes dont on va parler après, qui nécessiteront un amortisseur social assez important, j'ai peur que le degré d'amortissement justement soit un petit peu entamé. Et deuxièmement aussi la psychologie dans laquelle on est en train de tomber, dans le fait de s'habituer presque à des pénuries. Il y a d'un côté effectivement ce droit constitutionnel. Moi, je suis le premier emmerdé quand il y a la RATP. Je suis le premier à réclamer la dissolution des syndicats quand mon train pour Noël ne part pas. Après, quand je me retrouve à table avec la famille, ça descend un peu en pression, mais on est tous un petit peu énervés. Dans 15 jours, les stations essence seront de nouveau pleines, donc on n'en parlera pas. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la trace que ça laisse dans cette opinion. D'une part, on va exciter une population qui déjà est très anxieuse. Je pense que si on faisait un PMI, un indice PMI des ménages, je pense qu'il serait vraiment au plus bas actuellement. Et en plus de ça, on est en train effectivement de donner une sorte justement d'image. Je pense que l'image qu'on est en train de donner des stations essence qui sont très longues, des gens qui font 3 heures à la queue, c'est en train de marquer quelque chose dans l'opinion publique et dans la société qui, à mon avis, va pas être bon si on commence à s'habituer à ça. Bon, je voudrais revenir quand même sur un point. Rapide, Léonidas, on a plein de sujets. Stéphane. J'ai du respect pour le syndicalisme et j'ai du respect aussi pour une gauche du travail. Et je suis très attaché à ce que Fabien Roussel a fait en remettant la valeur travail au cœur du Parti communiste, parce que je pense que ça fait partie du paysage complet de notre nation. Et ce parti, on l'appelait le parti des 50 000 fusillés, en tout cas la partie de la résistance, a tous les travailleurs et le syndicat qui lui est plus proche, la CGT, qui lui sont liés comme des défenseurs de la patrie. Je trouve qu'il y a, dans ce qui est en train de se passer, une perte de repères absolue. C'est d'autant plus une perte de repères qu'ils peuvent s'offrir que nous sommes en train d'assister, et je suis totalement d'accord avec ce que tu disais sur les salaires, à une grève qui a une caractéristique très particulière, c'est que ce n'est pas une grève des pauvres et j'allais dire de la misère pour défendre ses droits vitaux. J'adore les mecs. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que vous définissez un niveau de richesse. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler comme François Hollande et de dire à 5 000 balles par mois, ils ont qu'à la fermer parce qu'ils sont riches. C'est exactement ça que tu es en train de me dire. Je suis en train de te dire qu'ils s'offrent le luxe d'une grève. Mais pourquoi ils s'offrent, encore une fois, pourquoi sont-ils plus responsables que la direction de cette situation ou que le gouvernement qui a décidé de ne pas réquisitionner? Pourquoi sont-ils plus responsables? Parce que c'est facile, parce que c'est toujours sur eux qu'on tape. Mais non, mais tu veux dire qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des différentes conférences? Mais j'en sais rien, mon vieux. On n'est pas dans le colloque singulier de la négociation sociale au cœur de Total. C'est possible de faire pour tirer une sonnette d'alarme? J'en sais rien. J'en sais rien. Simplement qu'ils ont effectivement la possibilité de s'offrir cette grève à peu près de manière indéterminée, parce que leur niveau de salaire leur permet d'avoir des réserves. Et donc, c'est vrai, c'est une grève qui est... Et c'est sûr que c'est très habile,
c'est très habile et ça apaise évidemment les esprits de la part de la direction de Total que de diffuser les grilles salariales des gars qui bossent dans les raffineries. C'est un geste qui est propre à apaiser l'ensemble des esprits et la situation générale dans le pays. On est d'accord, Léonidas? Je ne pense pas que ce soit au milieu de la situation dans laquelle on est que c'est du côté de la riposte qu'il faut regarder d'un œil critique. Je pense que quand on prend la décision de bloquer un pays qui est dans la situation de tension dans laquelle on est sur les prix de l'énergie, dans une situation de guerre en Europe, c'est une décision qui en dit long. On n'est pas d'accord, on avance les gars. On avance. On pourrait peut-être distinguer le gars hyper individualiste dans son coin qui pense qu'à lui et malheureusement c'est comme ça. On pourrait le distinguer des forces politiques et syndicales qui sont dans cette affaire totalement irresponsables. Parce que eux, justement, voilà, et c'est ça le sujet. Et le fait qu'ils soient soutenus par un certain nombre de forces politiques et syndicales est très inquiétant. Ça, c'est sûr que le fait qu'ils soient soutenus, le fait que les millionnaires de Total soient soutenus par la NUPES, c'est sûr que j'avoue que c'est cocasse. Mais bon, voilà. Mon cher Léonidas. Non, juste avant de... Parce que je veux qu'on parle de la géniale idée d'Erwan. Avant, j'ai vu ça ce matin dans le Figaro. EDF gagne à nouveau 100 000 clients par mois. Et c'est une catastrophe, en fait. Parce que EDF n'a pas l'énergie. C'est quand même le paradoxe ultime de toute cette histoire. Voilà, on va pas... Hein, mais EDF n'a pas, en fait, l'électricité pour fournir ses 100 000 nouveaux clients. Donc, doit aller l'acheter sur les marchés. Ou... oui, enfin voilà, elle l'a vendu, enfin on connaît tous l'histoire. Et donc 100 000 clients par mois, ils sont obligés de les prendre, ils les prennent, mais ça leur coûte une fortune. Raconte-nous ton histoire de banque centrale de l'électricité. Parce que les négociations européennes, là, on a vu, n'avancent pas. Assez clairement, d'ailleurs, chacun joue sa propre partition. Et donc, toi, tu dis qu'il faut une banque centrale de l'électricité, Erwan. Oui, tout à fait. Alors, c'est une idée qu'on avait mûrie ensemble, Stéphane. Mais tu avais eu ce coup de génie, une fulgurance. Les grandes idées autour de ces grands plateaux avec des grands hommes, comme disait l'autre. Mais en fait, l'idée, c'était de dire que malheureusement, on a cassé EDF. Pourquoi? Qui était un magnifique outil au niveau national, par des décisions politiques. 1980, la centrale de Plogoff qui ferme parce que Mitterrand fait un accord avec les écologistes de l'époque. 1995-97, fermeture de Superphénix, arrêt de Superphénix, qui aurait dû normalement nous assurer une énergie propre et quasiment illimitée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait dans un plateau à 30 degrés en Marseille si jamais justement on avait ouvert Superphénix. La diminution du mix énergétique en 2012, c'est à 75%, 50% de la part de nucléaire. Et jusqu'à la fermeture de Fessenheim, à chaque fois, la constante, ça a été pour essayer de gratter les 2-3% des verts, quelle que soit justement la couleur dominante, qu'elle soit rose pâle ou rouge vif, pour essayer justement de gagner les élections. On a du coup cassé ce qui faisait peut-être depuis 1974 avec le plan Vesmer l'indépendance clairement industrielle de la France. On a bâti justement notre énergie là-dessus parce que du coup l'énergie était sensible aux décisions politiques. Donc moi ma proposition c'était de dire l'énergie est aussi essentielle que l'est la monnaie. On a protégé la monnaie de ce qu'on appelle, de ce que l'économie s'appelle les dérives du seigneurage. Donc 1982, excellent papier de Barrow Gordon dessus justement sur l'importance de la règle versus la décision. Pour faire simple, vous avez deux façons de gérer la politique monétaire. Soit vous avez une règle qui est inscrite dans le marbre, vous êtes sûr de la suivre, mais ça veut dire que vous êtes hermétique à la saisonnalité et aux aléas économiques. Ou alors vous avez la décision, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un chef éclairé entre guillemets qui prend des décisions selon le contexte économique. Le fait d'avoir une règle dans laquelle on ne dévie pas, c'est ça qui a fait que... Donc ça c'est les 2%, voilà, c'est le pacte de Maastricht, voilà. Et c'est la force de la BCE. Et c'est comme ça que justement l'euro est crédible. Quelles que soient les crises, quelles que soient les décisions parfois insensées qu'elle prend, elle est crédible. Et donc je pense qu'il faudrait faire la même chose pour l'énergie, pour l'électricité, se doter d'une banque centrale, alors pour l'instant française, parce que la France est l'acteur européen majeur en termes d'électricité, et à terme européenne, qui est de dire notre règle c'est d'avoir une énergie bas carbone, à bas prix, décarbonée, à bas prix, abondante, basée principalement sur le nucléaire, assurant notre souveraineté, la souveraineté et la distribution des... Et dans ces cas-là, on aurait la chance d'avoir un gouverneur de l'électricité, en plus le titre est assez classe, qui du coup serait en charge de gérer ça, aurait des investissements qui seraient du coup nécessaires par rapport à... Donc ça, on mettrait une règle financière, comme est financée aujourd'hui la Banque centrale, et du coup, le politique n'aurait plus son mot à dire. Alors, on peut dire que c'est la technocratie et les ingénieurs qui gagnent, mais d'un autre côté, quand
quand derrière, vous avez la possibilité d'avoir de l'électricité quand vous appuyez sur le bouton, et pas de créer des pénuries, de la sobriété, et de mettre des cols roulés, d'inventer effectivement énormément de choses, d'éteindre votre box de minuit à 5h du matin à distance, etc., qui est quand même le signe d'une société qui, à mon avis, se tiers-mondialise sur son avantage comparatif absolu ces 60 dernières années. Je pense que du coup, c'est une des propositions que j'ai fait, que je pense qu'il mérite le coup d'être débattu, en tout cas d'être creusé. Lumineux. Hein, c'est génial. Hein. C'est lumineux. Avec quand même, Le mot est bien choisi. comme le dit... Je me suis permis, hein, j'ai pas pu résister. médiation et argument quand même. Hein. C'est un métier, Ouais, hein. c'est un C'est un métier. métier. c'est un métier. Mais, comme tu le dis, technocratie, c'est-à-dire tu retires Non, mais aux élections, on va le dire comme ça, à la force démocratique, un élément essentiel de notre vie commune. Je pense que la technocratie a sauvé le portefeuille des Européens à 2 reprises entre 2008 et 2021. Mais nous avons Banque centrale européenne. différents systèmes de contre-pouvoirs. Dans la démocratie, il y a des contre-pouvoirs, mais il y a aussi des contre-pouvoirs à la démocratie. Donc on a effectivement des autorités administratives indépendantes, on a le système monétaire qui est effectivement indépendant, on a le système de santé. Alors, ça ne veut pas dire que l'un fonctionne bien et que l'autre fonctionne mal. Ça veut dire que c'est de la même manière qu'on ne dit pas que l'exécutif a toujours raison et que le législatif a toujours tort, ou l'inverse. Mais c'est bien dans cet équilibre de forces qui se mettent à être indépendantes les unes des autres, que progressivement, quelque chose de vertueux arrive à sortir. Je trouve cette idée absolument majeure. Ouais, c'est majeure. intéressant. Je pense qu'il faut vraiment très rapidement la structurer, et je vois bien un certain nombre de responsables patronaux dans le monde de l'entreprise qui assistent au spectacle de ce qu'on a infligé à EDF, qui est, et ce faisant, ce qu'on a infligé à notre pays. Je pense qu'on peut être nombreux à soutenir cette idée. C'est probablement le bon moment pour lui donner une concrétisation. Non, puis c'est faire, Léonidas. Si tu Non, mais veux, c'est là, vrai que pour c'est le coup. important, hein, Ça t'intéresse beaucoup, là. Ouais, on est d'accord. Ça donne envie. Ouais, Absolument. Bertrand. Alors, moi j'ai quelques... Vas-y. Et plutôt des questions. Sur le principe, j'ai beaucoup aimé le développement sur le sabotage systématique et de très long terme d'EDF. Je crois que les historiens ont beaucoup de choses à écrire sur le sujet. Et notamment Et ce sous sera- l'argent siphonné aussi. Voilà, et ce ne sera pas à la gloire de nos générations. Non, le point c'est que sur le principe, donc remettre cette question énergétique à une autorité indépendante me pose absolument aucun problème pour les raisons que tu as indiquées. En revanche, j'ai 2 sujets que je ne vois pas bien. C'est comment il y a quand même des décisions politiques qui sont inéluctables, qui sont les relations diplomatiques avec les fournisseurs de gaz. Ou la construction de terminaux LNG, etc. Donc ça, c'est pas le banquier central de l'électricité qui va décider. Donc là, c'est vraiment des choses très, très, très étatiques. Et le deuxième, c'est je ne vois pas en quoi ça permettrait de réguler particulièrement les prix de l'énergie, éviter que les prix de l'énergie s'envolent au moment où il y a un problème d'offre, où il y a pénurie d'offres. La crédibilité, la crédibilité là-dessus ne joue pas comme dans la politique monétaire, où ce qui est produit est purement un acte de confiance. Là, on n'est pas sur un acte de confiance, on est quand même sur de la production de matériaux fossiles, pour la partie fossile. Donc je ne vois pas bien l'intérêt sur cet Je me aspect-là. permets de te corriger, Bertrand, parce que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. C'est pas les États qui passent des contrats avec Gazprom. Hein. C'est Engie. Hein. Non, C'est- d'accord, oui, attends. Ah mais non. Ah non, c'est une partie du problème. Non, c'est une partie du problème. Ce sont des entreprises privées. La décision d'aller chercher du gaz au trustworthy country qui est l'Azerbaïdjan, c'est une décision politique européenne. Non, très récemment. Mais Oui. d'une manière générale, les contrats gaziers qui sont passés, Oui, non, mais c'est des contrats bien sûr, privés. c'est des contrats Voilà, privés. voilà. Oui, mais enfin, je n'imagine pas une seconde. Et donc l'autorité indépendante peut tout à fait avoir communication de ces contrats et regarder si ils Oui, conviennent à mais la situation qu'elle prévoit. On a Quoi. très bien expérimenté dans les télécoms, Oui, tout à fait, dans oui. un certain nombre de domaines. Oui, enfin, encore une fois, il y a une dimension diplomatique à tout ça. Voilà, le jour où on déclare qu'un État est terroriste et qu'on n'a plus le droit de commercer avec lui,
eh bien, Oui. dans ce cas-là, voilà, si pour des raisons politiques on refusait le gaz azéri, les compagnies de gazières européennes seraient bien obligées d'arrêter Bien sûr. de prendre du Quand gaz. le pays est sous sanction, il est sous sanction. Voilà. C'est pour Donc, ça il y a quand d'ailleurs même que une- les voilà. Allemands sont obligés de nationaliser Uniper. Oui. Mais c'est bien des contrats de droit privé Ah, non, qui mais sont ça, signés d'accord. au départ. Ce qui est Oui. une partie du problème. Non, mais je souscris. Ah bah, deux éléments Ouais. pour répondre rapidement. Le, Ouais. le premier, effectivement, il y a dans l'idée qui est portée, enfin dans l'idée que je commence à esquisser, c'était de dire déjà qu'il faut que cette banque centrale justement assure les capacités de production aussi locales, parce que du côté dans les conditions justement liées à la règle, il y a aussi le côté la souveraineté, en tout cas européenne, qui est essentielle. D'accord. Deuxièmement, il y a aussi effectivement toute autorité indépendante se doit en tout cas d'avoir un contrôle, se doit d'être sous le parapluie des autorités connexes qui lui sont liées. La Banque centrale européenne aujourd'hui, elle a un ancrage plus ou moins, selon les interprétations des textes, par rapport à la Commission européenne et par rapport justement au Parlement européen, qui valide ou qui en tout cas susurre le nom justement du gouverneur en chef et du coût de son fonctionnement, qui fait qu'elle est hermétique aux politiques Oui. en tant que personne, mais elle n'est pas hermétique à la politique et justement au Oui, contexte. bien sûr. Et je pense que du coup, il y a ce constat-là qui est effectivement à faire, c'est essentiel. L'idée, c'est pas d'avoir un chien fou dans son Oui, coin. c'est pas d'avoir Oui, quelque bien sûr, chose oui. qui est hors Oui, sol. bien sûr, bien sûr. C'est Oui, d'avoir oui, quelque chose qui a sa capacité d'hermétisme en revanche au regard des aléas. Et c'est vrai que les aléas politiques et budgétaires d'ailleurs, parce que le nombre de fois on est allé siphonner les caisses d'EDF pour boucler les budgets, c'est aussi un des éléments Oui. pour lesquels une telle structure pourrait être protectrice. Si vous n'êtes pas qu'elles sont demandées un dividende, Dividende. Ce qui me permet d'ailleurs. surélevé qui puisse, c'est pas pareil. Ce qui me Pardon, c'est plus joli ma parce langue a que- fourché. Ce qui me permet de dire un mot sur... alors, franchement, j'ai consulté des spécialistes, etc. L'histoire, donc il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont prévus dans le budget, récupérés donc sur, alors on n'appelle pas ça des super profits, mais des énergéticiens, donc tout ce qui serait vendu au-dessus de 180 € le mégawattheure. Bon. À partir du moment où tu sais que ce que tu produis va être capé à 180 € le mégawattheure, pourquoi diable le vendrais-tu plus cher ? Et donc je me demande bien, on est dans la courbe de l'affaire, alors vraiment dans l'exemple même de la courbe de l'affaire, et donc je me demande bien, je le dis comme ça, je vous demande, mais où l'État ira chercher ces dizaines de milliards. On me dit oui, mais ça ne concerne pas le gaz, on est d'accord, là juste petite incise, les prix spot, ce qui apparaît à la télé des fois, 1000 € le mégawattheure, mais c'est marginal sur le marché. Tout est en contrat de long terme, en PPA, etc. Et tous seront évidemment capés à 180 € le mégawattheure. Enfin, ça me paraît assez évident. Oui, mais est-ce que c'est Donc pas voilà. l'objectif ? Oui, mais c'est parfait. Simplement, il y a 20 milliards qui sont inscrits dans le budget. Léonidas. recettes, oui, C'est ça, juste ouais, ça. voilà, Oui, bah oui. il y a 20 milliards de recettes qui sont inscrits dans le budget, qui permettront de compenser ensuite les 50 milliards qu'on va dépenser pour le bouclier énergétique, etc. Machin. Oui, mais pardon, parce que c'est à double entrée. Est-ce que le fait d'avoir capé à 180 ne va pas atténuer la crise, et atténuant la crise, on aura moins besoin du bouclier qu'on a financé avec les 20 milliards provisionnés. Donc, C'est vrai. Mais enfin, 180, t'es quand même 10 fois au-dessus on va dire, du prix de marché. T'es quand même 5 à 6 fois au-dessus de ce que paye l'industrie américaine, par exemple, par rapport à l'industrie européenne. Voilà. Mais on va marquer une pause tout de suite maintenant, et puis ensuite, parce qu'on a deux autres gros sujets. Oh non, parce que ça peut aller vite, Erwan, le défaillance d'entreprise, puis à la limite on en reparlera. On est revenu donc sur un rythme qui est un rythme à peu près normal, 38 000 défaillances au troisième trimestre sur un an. C'est à peu près normal, je regardais la séquence. 51 000. 51 000, c'était Non, sur 15 ans. période dure. Sur 15 ans, c'est 51 000. 51 000, Même bref. depuis 2000, c'est de 51 000 en moyenne. En tout cas, voilà, le patron de l'URSSAF était avec nous la semaine dernière, et il est assez normal qu'un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas en mesure de fonctionner s'arrêtent. Vous aviez fait un calcul sur le nombre de salariés que ça pourrait d'une certaine manière libérer. C'est ça. Il y a eu moins 40 et moins 30% successivement de taux de défaillance en 2021 et 2022 par rapport justement à dernière année de référence 2019. Et en fait, il y a 41 000 entreprises qui existent et qui ne devraient pas exister. Voilà. Qui auraient dû être au tapis parce que leur modèle n'est pas bon, etc. Et il y a ça fait à peu près 280 000 salariés. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les secteurs qui ont une sous-défaillance, il y en a 3, c'est les transports, la restauration
et l'industrie. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes la construction, pardon, et quand tu regardes ces trois secteurs-là, ce sont des secteurs qui aujourd'hui ont des difficultés de recrutement qui sont absolument énormes. Quand tu regardes, je parle devant un spécialiste non plus, mais quand tu regardes dans la dernière étude d'ARES sur les pénuries de recrutement, les difficultés de recrutement, le deuxième, outre l'intensité, le deuxième critère qui est justement le manque de main-d'œuvre disponible. La main-d'œuvre n'a pas disparu, il n'y a pas des actifs qui ont disparu. Le côté grande démission, il existe aux États-Unis où tu as 3,2% de taux de démission. En France, on est aux alentours de 2,1 pour les plus de 50 salariés, 2,4, 2,5. Tu es en gros à 10 points. Ces salariés, en fait, ils sont dans ces entreprises voilà, zombies. Ils sont dans ces entreprises-là, il n'y a pas de grande démission, il y a une grande rétention. Et du coup, c'est pour ça que le problème plus on va attendre à ce que ces entreprises aillent au tapis, plus cette main-d'œuvre va être en rétention et moins elle va pouvoir alimenter les entreprises en croissance. Combien tu dis 280 de salariés 280 000 salariés. Oui, Bertrand, c'est intéressant, hein? C'est intéressant, mais je pense que ça peut offrir une piste d'explication sectorielle pour les secteurs qui sont indiqués. Ouais. La tension sur le recrutement, elle est généralisée sûr. partout. Voilà, donc, c'est ce qu'on dit dans l'étude, hein. C'est plutôt voilà. pour les secteurs, les trois secteurs, c'est voilà, pas pour la finance, pas pour je suis l'assurance. totalement persuadé que pour ces trois secteurs-là, il peut y avoir effectivement un problème. J'étais pas au courant à ce point-là dans le domaine des transports, mais construction et restauration, c'est clair qu'il y a de la sous-défaillance. non, mais c'est évident. Alors, ça n'explique pas non plus, d'ailleurs, quelque chose qu'il faudra bien voir, c'est regarder de près, c'est la sous-productivité, enfin, la très, très, très faible croissance de la productivité française sur les dernières années. Ça en explique une petite partie, sans doute, mais c'est pas l'explication majeure, qui pose un problème, parce qu'à court terme, on est très content, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'emplois à croissance donnée. À long terme, c'est très, très, très inquiétant, un affaiblissement de la productivité. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, là, avec la note du Conseil d'analyse économique. Tout à fait, donc, très intéressante. Voilà. Et alors, c'est en partie lié probablement à une volonté des entreprises de garder leurs salariés. Alors, soit pour ces raisons-là, mais ça me paraît quand même être un sujet assez sectoriel, soit aussi parce qu'ils les gardent, parce qu'ils savent que s'ils les perdent, ils auront du mal à embaucher ensuite. Tout à fait. Donc les entreprises ont tendance surtout à garder, fidéliser au maximum leurs salariés. Le problème de ce sujet, c'est que j'écoutais ce matin RTL, pas première radio de France, deuxième radio de France, ouverture du journal 7h30, 38 000 défaillances d'entreprises, et ils te vendaient ça comme une catastrophe en fait. Et donc politiquement, ça va être super compliqué à gérer, l'idée de dire, non, on revient dans le lit commun, et c'est assez légitime qu'un certain nombre d'entreprises calanchent, on en a besoin, quoi. Léonidas ? Oui, non, mais c'est effectivement la loi de l'économie et l'idée à laquelle on s'est habitué depuis 2-3 ans que lorsqu'il y a un problème, l'État sera là et viendra subvenir pour rattraper tout. Non, c'est pas possible. Il faut que l'on revienne à la possibilité de l'aléa. Les entreprises sont mortelles, ça fait partie de la vie. D'autres se montent. En revanche, peut-être que c'est un chiffre qu'il faut mettre en face. Le nombre de créations d'entreprises explose tous les compteurs et on a dépassé le million de création d'entreprises par an, et ce sont des entreprises qui assurent très très largement la relève de ces 38 000 qui tombent. Bon. Et d'ailleurs, je souhaite à tous ceux qui sont tombés de se redresser. Exactement, relever. exactement. Je me souvenir de cette magnifique définition de la réussite, c'est tomber 8 fois, relever 9 fois. Ouais. Si vous n'avez pas échoué, c'est que vous n'avez pas assez essayé. Ouais. Bon, moi je l'ai de Michael Dell, mais il y a sans doute des gens plus prestigieux qui l'ont dit. Allez, on marque une pause. On repart. Léonidas, tu travailles avec pas mal d'entreprises. Tu es d'ailleurs... Délégué général de l'Open Internet Project. Voilà. Qui rassemble beaucoup d'entreprises, une vingtaine d'entreprises de la tech française et européenne, qui pour une grande part d'entre elles sont confrontées à des abus de position dominante de GAFA, au premier titre desquels Google. Et nous sommes partie prenante dans un certain nombre d'actions qui ont valu à Google quelques milliards d'amendes. Je vais résumer rapidement les épisodes précédents parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Rendre hommage à un activiste, il est allemand ou autrichien, monsieur Schrems? Il est autrichien, je crois. Activiste allemand ou autrichien, je vous dirai ça demain, qui fait se lever la Commission européenne, en gros en disant l'ensemble de vos dispositifs, Safe Harbor, etc. et tout, c'est du vent. Les données privées
privés des citoyens européens vont bel et bien aux États-Unis, où ils servent à remplir les poches des GAFA. La commission contrainte et forcée est obligée de bloquer ce transfert de données. Vous vous souvenez de l'épisode où Facebook dit si c'est ça, on va arrêter l'Europe. Ils n'ont pas arrêté l'Europe. Problème sur un outil dont se servaient énormément d'entreprises, Google Analytics. Là aussi, tout repart aux États-Unis avant de revenir en Europe pour que les entreprises européennes qui utilisent Google Analytics puissent s'en servir. Donc on est dans cet entre-deux. Et là, la semaine dernière, visiblement un accord entre la Commission européenne et les États-Unis. Joe Biden donc signe un décret. Les données européennes pourront partir librement aux États-Unis, où elles seront sous la surveillance, d'une agence indépendante. Voilà. Comme quoi, il faut faire gaffe. L'agence indépendante des données qui sera souveraine vis-à-vis de la CIA, vis-à-vis de Bertrand, voilà, qui sera souveraine dans le cadre de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique quand même, mais qui sera souveraine pour savoir si ces données sont utilisées à bon escient ou pas. Est-ce qu'on a vendu, et donc on lit à droite à gauche cette phrase qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on a vendu nos datas pour du gaz naturel liquéfié qui, soit dit en passant, va nous permettre de passer l'hiver? Léonidas. Moi, je suis très inquiet de ce type d'accord qui sort dans la presse une fois qu'il a été négocié. Bon, on voit le résultat après coup. La grande difficulté, elle est dans notre capacité à faire tout seul. La raison pour laquelle il y a des débats qui ne sont pas tranchés entre les acteurs français et européens sur Google Analytics, c'est que c'est un outil qui est très difficile dont il est très difficile de se passer. Donc les acteurs concernés adoreraient dire passons-nous Google Analytics, faisons avec d'autres outils et utilisons ceux que nous avons sur le marché européen. Et quand il n'y en a pas, on dit on va faire avec Google Analytics. Et si on le coupe au nom de la souveraineté, quand on n'a pas d'alternative, on ne peut pas couper. Donc, on désarme les entreprises. La vraie bataille, elle est dans le fait de la capacité de s'armer, de devenir souverain, de mettre nos industries en capacité d'avoir les financements nécessaires pour se développer, d'arrêter d'avoir un tropisme de géants du numérique, parce qu'on a quelques boîtes qui sont des pépites extraordinaires, à 3-4 ensemble, elles font exactement la même chose que Google, Amazon ou Microsoft, sauf qu'au lieu d'avoir un seul devant soi, on en a 3-4, et que l'État et les grands groupes ne doivent pas avoir 3-4 entreprises devant elles veulent avoir un seul interlocuteur. Donc nous aussi, on a des progrès à faire, mais faisons ces progrès pour que on ne soit pas uniquement à courir après de la régulation dans laquelle on est soumis à des intérêts qui nous échappent totalement. Donc ce n'était pas une bonne nouvelle, mais elle nous met au défi de faire mieux pour que nous puissions sereinement dire on coupe Google Analytics et c'est pas un problème parce que on a ce qu'il nous faut chez nous. Tant qu'on n'a pas ça, on est totalement dépendant de décisions dans lesquelles les paramètres géostratégiques l'emportent sur nos intérêts à long terme. La bataille est encore longue. Mais je ne peux pas dire en soi, c'est un scandale épouvantable, jamais il aurait fallu. Non, et puis, voilà, on a besoin de gaz, quoi. C'est un moment dans cette histoire compliquée et pour laquelle l'objectif doit être très clair. Nous devons être capables de faire chez nous. Et pardon d'ailleurs de dire à ce point, parce que je crois que c'est essentiel, dès que nous sommes capables d'avoir un outil totalement souverain par rapport à nos principes européens, c'est-à-dire le respect dans l'architecture même du RGPD, ça devient des produits qui sont vendables à l'extérieur. La marque souveraineté n'est pas uniquement une souveraineté européenne. La souveraineté, c'est le fait que les données sont entre les mains souveraines de celui qui les a produites. Et ça intéresse des acteurs en Asie, des acteurs en Australie, des acteurs en Amérique du Sud. Et donc nous avons une formidable capacité à exporter cette marque souveraine parce qu'elle n'est pas une souveraineté étriquée d'entre nous. Elle est une souveraineté qui donne de la liberté à tous ceux qui ont de la donnée et qui doivent la protéger. Erwan ? L'exposé de clair. C'est clair. Ouais, on est d'accord. J'ai pas de catéchisme là-dessus parce qu'il y a malheureusement certaines nécessités fait loi, effectivement, bon, pour cet épisode, juste pour cet hiver, mais je suis d'accord sur la vision de long terme, mais malheureusement on en est très loin aujourd'hui.
Je ne suis pas certain qu'on en soit si loin. En tous les cas, il faut l'atteindre. On n'y est pas encore. Je pense que c'est à portée d'abord, le chemin que l'on a parcouru est colossal, ne serait-ce qu'en 5 ans. Je vois bien d'ailleurs la différence radicale d'approche de la souveraineté qu'il y a au secrétariat d'État au numérique aujourd'hui avec son nouveau secrétaire d'État, Jean-Noël Barrot, et chapeauté par Bruno Le Maire. Il ne voit plus du tout aujourd'hui la souveraineté comme étant le fait de prendre du Microsoft ou du Google en mettant du bleu blanc rouge dessus. La souveraineté, c'est une vision industrielle pour laquelle on doit être capable d'être autosuffisant. Et cette approche-là, aujourd'hui, elle existe. C'est pas la même que celle qui existait depuis 5 ans. Non, je pense que le chemin n'est pas très éloigné. T'es le seul à connaître le secrétaire d'État à l'économie numérique. C'est un homme estimable qui vient d'être réélu député dans sa circonscription depuis lundi matin. C'était il y a 2 jours. J'en doute pas. Bertrand, un mot là-dessus? Non, je n'ai rien à rajouter. Je crois que Léonidas a très bien posé les enjeux du sujet, effectivement. Alors allons-y avec chômage, retraite, réforme, hein, l'autre gros morceau du moment. Assurance chômage, tu nous avais bien expliqué, Bertrand, que donc là, en fait, on a voté le principe de la réforme. Bah c'est oui. ça? Oui, c'est ça. Pas le mécanisme, Non. en fait. Eh oui. Non. Et on a voté aussi une deuxième chose, c'est le fait que l'État puisse, 1 an de plus, tout faire par décret, sans passer par la négociation. Donc en fait, la négociation de l'assurance chômage est morte, définitivement. Parce que c'est le mécanisme donc d'indexation en fonction de la conjoncture, en fait, il va être décidé par décret. Par décret. Bien sûr, oui. Sur un coin de table, oui, bien sûr, oui. Oui. C'est fabuleux. Écoute, bon, voilà, donc ça s'est fait. Non, mais alors, ça paraît terrible. Enfin, ça paraît très bizarre, mais enfin, ça fait quand même belle lurette que c'est l'État qui décide de l'assurance chômage, quand même. C'est pas nouveau. Ouais. Voilà. Mais oui, je me souviens. Parce qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte et que ces paramètres, c'est pas tout à fait évident de les suivre par la voie législative. Donc c'est pour ça qu'il y a un mandat du législateur donné aux réglementaires pour prendre des décisions paramétrées sur les circonstances au moment où on les prend. Oui, enfin, c'est ça, mais la loi ne définit même pas les paramètres qu'il faut prendre en compte. Enfin, si, alors elle parle peut-être du taux de chômage, je suis même pas sûr. Mais enfin, ça reste très général. Oui, bien sûr. Oui, cette idée de pilotage avec le problème rétrospectif que je montrais, que j'ai expliqué. Le dernier taux de chômage qu'on connaît, enfin les derniers taux de chômage qu'on connaît, c'est le troisième trimestre. Ben non, on l'a pas encore. On n'a même pas le troisième trimestre 2022. Donc, si pour l'année 2023 extraordinairement incertaine, on prend des décisions basées sur un taux de chômage totalement obsolète, et qu'on prend parce que c'est le dernier qu'on connaît, ça peut causer des catastrophes. Et imaginons qu'on rentre en récession, c'est peut-être pas le moment de durcir l'assurance chômage. Non, oui. C'est-à-dire, dans le principe, tu dis bien sûr, et en fait... surtout en ce moment, enfin, c'est un très, peu très compliqué Voilà. Parce que c'est ça, en fait, tu te dis, 7,3, tu auras une autorité indépendante du taux de chômage. Voilà, 7,3, il n'y a pas de problème, on peut commencer à serrer les... Or, la récession est devant nous. Quoi. Oui. Et donc, Oui, mais est-ce que nous n'avons pas, avec ce texte, bâti un système qui est capable de se retourner plus rapidement qu'en convoquant le Parlement? Il faut être sûr. Non, enfin, avant, c'était les partenaires sociaux qui signaient une convention pour 3 ans, mais qui pouvaient la revoir en temps réel. Mais je dis pas que le système antérieur était bon, puisque les partenaires sociaux étaient incapables, pendant de très très nombreuses années, de faire des réformes de l'assurance chômage. Bon, et on ne peut pas non plus dire que la situation actuelle était totalement optimale, parce que je pense qu'on peut collectivement autour de cette table considérer que quand il y a autant de centaines de milliers d'emplois à pourvoir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très bien ajusté sur le marché du travail. On est parfaitement d'accord. Voilà. Donc personnellement, je suis plutôt favorable à... Mais est-ce que c'est en réduisant les cotisations que tu vas l'ajuster? C'est ça le sujet? Non, mais je pense que nous sommes tous en mesure de témoigner de personnes qui se retrouvent au chômage et qui se disent, bon, je vais reprendre mes recherches dans 3-4 mois. Et en soi, c'est... voilà, il y a, je pense, une forme de mise sous tension d'un marché, quel que soit le marché, qui n'est pas une absurdité. Là où je suis totalement d'accord, c'est quand
on est sous tension, que l'on cherche et qu'on ne trouve pas, c'est pas à ce moment-là qu'il faut durcir les règles. Mais je crois qu'on est dans un entre-deux. D'ailleurs, c'est probablement un sujet que l'on abordera également sur l'emploi des seniors, parce qu'il y a aussi un autre paramètre. Ça commence aujourd'hui, je crois. C'est que lorsque l'on a un chef d'entreprise qui peut mettre au chômage un senior en lui disant mais vous en avez pour 3 ans devant vous de chômage, donc vous n'êtes pas dans la difficulté. Cette idée que l'on met quelqu'un au chômage et que comme il a 3 ans devant lui, c'est pas bien grave, c'est une incitation à faire du délestage de seniors. C'est, je pense. Non, et puis ça peut être, Léonidas, ça peut être aussi le senior lui-même qui, grâce à la rupture conventionnelle, va voir son patron en disant écoutez, là, j'ai 3 ans devant moi, on se met d'accord. Non, mais des deux côtés. Ah, mais bien sûr. Et des deux côtés, c'est pas ça. Des deux côtés, c'est pas ça. D'accord. Oui, parce que, alors, je trouve quand même brillant, pour le coup, voilà, deuxième fois, la façon dont le gouvernement mène, enfin en tout cas, donc ça va être 3 cycles de consultation. Donc là, hier, et on va en reparler, a commencé emploi des seniors et prévention de l'usure professionnelle. Voilà. Puis nous aurons ensuite justice sociale et équité. Ça, je trouve ça très malin. Pourquoi ? Parce que tu mets en même temps le minimum vieillesse et la fonction publique. C'est malin. Enfin, je sais pas ce que c'est malin. Et puis ensuite, le gros morceau avec l'équilibre financier et donc l'âge légal ou la durée de cotisation. Non, c'est la nouvelle, le nouveau sexe des anges. Il n'est pas absurde que l'on mette cette fois-ci le débat sous tension. Le débat est capé dans le temps. On sait que le calendrier... Et c'est du one-to-one, il n'y a pas de grande réunion, hein. C'est one-to-one entre Dussopt et les organisations syndicales. Il a commencé d'ailleurs, le mouvement éthique a été reçu, sa présidente a rencontré le ministre pour un certain nombre de sujets, notamment un certain nombre de sujets qui ont été retenus dans la réforme, et je pense en particulier à cette possibilité qu'il y avait de ne pas se présenter 3 fois de suite chez son employeur, et au bout d'un certain nombre de lettres recommandées, on se retrouve au chômage. Ah, l'histoire de l'abandon de poste, là ? Oui, absolument. C'est un sujet ça m'a beaucoup intéressé. C'est pas le sujet peut-être marginal, pas marginal, etc. et tout, mais j'ai lu des papiers là-dessus passionnants sur le désarroi que j'imaginais pas. Oui, mais dans des TPE, des PME, tout à coup le gars est plus là. Le gars est plus là. L'erreur. Alors je tiens à le dire parce que surtout ne le considérez pas comme démissionnaire. Si vous le considérez comme démissionnaire, alors vous serez rattrapé au prud'homme, parce qu'une démission doit être claire et sans ambiguïté. Et voilà. Donc surtout, vous pouvez suspendre son salaire, j'ai appris ça, vous pouvez suspendre son salaire, mais surtout pas le considérer comme démissionnaire. En l'occurrence, voilà un sujet qui a été abordé par le mouvement patronal éthique et dont le ministre s'est saisi et qui l'a réglé dans ce texte. Je trouve que c'est une méthode qui est plus intéressante que des grands messes spectaculaires. On en a eu quasiment un quinquennat entier de spectacles. Voilà, et on a vu le résultat. Donc peut-être que l'on va arriver, non pas à une réforme qui se fera dans le consensus irénique, mais en tous les cas, peut-être que en donnant moins le spectacle du débat, on donnera peut-être moins le spectacle du conflit. Mais je crois que le consensus irénique... Oui, on sait de quoi on parle. Ça va être compliqué. Bertrand, je ne sais plus si je t'avais posé la question, tu as une religion sur âge légal ou durée de cotisation, puisque c'est ça va être le grand débat final, finalement. Si on veut rapporter le plus d'argent possible et rapidement, c'est l'âge légal. Tout simplement parce que si on recule, ce qui est déjà prévu d'ailleurs, dans la loi Touraine, si on recule au-delà de 43 ans, puisqu'on va vers 43 ans de cotisation, pour avoir la retraite à taux plein, si on la recule, il va y avoir des gens qui vont partir avant d'avoir le taux plein, tout simplement. Donc l'effet sera moins important que si il est interdit de partir, de liquider sa pension avant... Oui, mais ceux qui partent avant d'avoir le taux plein... par définition, n'auront pas le taux plein. Bah oui, donc ils font un choix, ils arbitrent. Il leur manque quelques trimestres seulement, donc ils auront 5% ou 6% de moins. Et puis c'est des gens qui ne travailleront pas. Puisque le problème derrière tout ça, c'est d'augmenter le taux d'activité dans les seniors. C'est la mère de toutes les batailles. Sujet, il n'est pas que financier. Alors d'abord... C'est pas seulement les cotisations retraite, c'est aussi toutes les cotisations sociales et la richesse produite. Bah oui. Par le travail. Bah oui, dans un contexte démographique qui n'est pas hyper favorable, où on cherche des sources de croissance, les sources de croissance, il y en a que 2. Il y a la croissance de la population active et la productivité. Voilà. Donc il faut faire quelque chose sur les 2 tableaux.
Voilà. Erwan, Donc le d'accord sujet, il est là. avec- Attends. Le sujet, il est là. D'accord avec Bernard. Parce que je lisais là, chez LR, il commençait à y avoir un petit peu de tension autour de ce sujet. Et donc les jeunes LR, notamment Aurélien Pradier, etc., disent au bout de 20 ans, Ouais. il y a un équilibre parfait entre durée de cotisation et âge légal. Donc en fait, cet âge légal est un chiffon rouge qu'on agite pour faire le matamor de la réforme. Ça sert à rien. Au bout de 20 ans, la durée de cotisation, c'est Il y a l'argument trouvé que aussi je t'ai efficace. indiqué qui est, Oui, oui, qui j'entends. est vrai, qui est qu'il y a des gens qui vont partir simplement avant l'âge. J'entends. Ouais, j'entends. Je pense que si on fait une réforme des retraites sans parler de deux piliers essentiels qui sont celui de la dichotomie de taux de chômage qu'on a selon les catégories socio-professionnelles, parce que on parle du chômage des seniors effectivement, Ouais. mais quand on est un senior non qualifié, quand on est un non qualifié aujourd'hui en France, on a 11,3% de taux de chômage. 3,7 si jamais on est un cadre, bac plus 5. Quand on est un senior non qualifié, le taux de chômage il est quasiment de 45-47%. Tu dis au-dessus de 55 ans? Au-dessus de 55 ans. Donc, 45% des non qualifiés sont au chômage au-dessus de 55 ans. qualification infra-bac. Hein. Au chômage ou inactif. Et Au chômage ou inactif. Ou inactif. Oui, voilà, c'est ça. Ou inactif. Inactif. Donc tant qu'on n'aura pas touché à T'as ça, raison. je pense qu'il y a, en plus derrière ça, il y a un sujet de pénibilité. Hein. En Suède, je rappelle, un départ à 67 ans à taux plein, porter un carton, il n'y a aucun problème sur la pénibilité. Porter un carton en Suède, c'est pas plus dur que de le faire en France. La différence, c'est que quand vous portez des cartons à 20 ans en Suède, la société est dans le devoir de vous offrir une formation pour qu'à 24 ans, vous le fassiez plus. En France, t'as pas de diplôme, tu es considéré comme un nul, tu portes des cartons à 20 ans, à 50 ans, tu continues de porter des cartons. On s'en fout que tu aies 3 hernies discales, que tu sois opéré des 2 canals carpiens, t'as pas de diplôme, t'es qu'un nul, tu sais faire que porter des cartons. Au Danemark, la formation professionnelle est constitutionnalisée. C'est un droit constitutionnel d'avoir droit à la formation professionnelle. Donc tant qu'on n'aura pas touché à ça, le côté pénibilité, etc., donc on créera des chiffons rouges autour de l'âge Je suis totalement, mais 1000 fois en phase avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi est-ce que Roux de Bézieux, ce matin dans les Échos, Roux de Bézieux, il dit je préfère qu'on parle d'usure professionnelle plutôt que pénibilité? Parce qu'il dit pénibilité, ça veut dire les accords pénibilité, les comptes pénibilité qui sont ingérables. Parce que les chefs Et donc d'entreprise, parlons d'usure professionnelle. les plutôt. chefs d'entreprise sont traumatisés par les comptes pénibilité. Parce Voilà, qu'il fallait c'est ça, noter le... Noter du tout. Ouais. Mais Le bruit, la Il y avait ventilation, bien sûr. la lumière, tout. Puis la pénibilité, c'est pas forcément que physique. Aujourd'hui, le premier métier considéré comme pénible par la DARES, c'est caissière. Parce qu'il y a l'invisibilisation, parce qu'il y a des TMS qui sont aussi très forts. Ça alors, caissière? Caissière, c'est le métier le plus pénible par la DARES. Et la DARES, ils sont allés vraiment dans la finesse de la. Mais aujourd'hui, justement, c'est extrêmement pénible. Oui, mais enfin, le gars qui est toute la journée derrière un marteau-piqueur. Non, mais il y a c'est pour ça que la pénibilité, elle a plusieurs formes. Et plutôt que de se dire, on va faire des comptes administratifs pour créer des fonctionnaires qui vont aller regarder le nombre de kilogrammes qui est porté par minute, etc., il faut qu'on ait un plan de destruction de ces emplois les plus précaires. Là, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que le métier le plus pénible étant le métier de caissière, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas dit, il faut qu'on supprime les 300 000 emplois de caissière qu'il y a aujourd'hui. On a moyen de les automatiser. Il y a des exemples de formation, des mecs qui sont un petit peu équilibrés d'un point de vue Mais là, alors, intellectuel. mon vieux, je te parlais de l'ouverture du journal de RTL, mais là, c'est toutes les Non, demi-heures qu'RTL, ils ouvrent avec ça, tu non, mais comprends? justement, moi, je te Mais non, mais c'est politiquement qu'on n'y arrive pas. mais si, moi, je te mets le truc en face. Oui, ça se fait petit à Je petit. te mets mais- le truc en face, Stéphane. Pour mon premier peut pas faire de pub, mais pour mon premier bouquin, je m'étais intéressé à l'automatisation. J'avais rencontré un DRH dans le Grand Est qui me disait, moi, je recrute, qui était situé à côté de Strasbourg, donc grande école de management à côté. Il me dit, moi, je recrute que des caissières, 50 ans, pas de diplôme, 20 ans d'expérience minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 compétences tacites à recycler: la capacité d'empathie, la capacité de résilience et la capacité d'associer des biens de consommation entre eux. Ces nanas-là, je les prends, je double leur salaire. Elles ont 20 points de réussite en plus semestriel par rapport aux grands mecs qui sortent justement bac plus 5. Mais ça veut dire elles sont pas caissières à ce moment-là, elles sont caissières. dans Elles le ont magasin. 20 ans. Non, mais justement, ils ont recyclé. Ils les ont pris comme commercial. Ils faisaient Voilà, tout à c'est fait ça. autre chose. Mais tu peux justement, en formant les 3 mois de formation, tu peux justement. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es dans une France de statut. Tu es caissière à 20 ans. Mais Tu c'est seras vrai, caissière toute ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, tant que tu casses pas ça, et ça, les organisations syndicales sont extrêmement complices là-dessus. Complice. Et dans ces cas-là, là, malheureusement, t'agites la bande de 65 ans qui économiquement peut se justifier, économiquement peut aussi être inefficace. Mais donc du coup, en fait, toutes ces personnes-là qui font des métiers pénibles, qui les font à 35 ans, qui sont déjà cassés, se disent, moi, je vais crever effectivement au boulot. Donc là, ces gens-là qui... Roux de Bézieux, il dit ce matin, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est une commission santé. Donc, il n'y a pas... tout le monde peut être victime, en fait, d'usure au travail, quel que soit ton job. Et donc, il faut... c'est simplement la médecine du travail, voilà, qui, à un moment, doit dire, lui, il est usé, lui, il n'est pas usé, lui, il faut qu'il s'arrête, lui, il faut qu'il continue, etc. Ça me semble pas idiot. Enfin, en tous les cas, les comptes pénibilité où il y avait, je ne Voilà. sais plus combien de dizaines de cases qu'il fallait cocher, ça c'était un cauchemar. Mais je trouve en revanche que derrière, petit à petit,
On est en train de voir émerger les vrais débats sur le monde du travail. Celui que tu viens d'évoquer, il est fondamental. La question du travail en biseau, pas partir à la retraite du jour au lendemain, mais partir progressivement à la retraite sur plusieurs années, en travaillant de moins en moins. Les questions de la transmission, les questions de la double, du tuilage avec des jeunes. Je trouve que tout ça sont des choses qui sont infiniment plus intéressantes qu'effectivement ces guerres de totem autour des âges. Il y a deux choses différentes. Il y a ce que vous dites, que je partage totalement. C'est-à-dire qu'il y a un sujet pénibilité, il y a des spécificités françaises qui fait que malheureusement on n'est pas comme le Danemark et qu'il y a un problème de comportement des entreprises et du système de formation. Et puis il y en a un autre, alors là qui est très condamnable, qui est de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que une partie des opposants à la réforme des retraites disent qu'il n'y a pas de problème économique et financier. Bon, et ça c'est absolument irresponsable. Donc il faut essayer de tenir les deux sujets. Ce qui n'est pas faux, si tu oublies ce chiffre que moi-même j'ai oublié, que toi tu connais par cœur, le taux de prélèvement, 28% du salaire brut. Oui. 28% du salaire brut. Donc oui, notre régime est plus ou moins à l'équilibre, mais en pompant 28% du salaire brut. Donc il ne faut pas se plaindre après de pouvoir d'achat. Exactement. Non, mais c'est toujours pareil. Avec une diminution assumée de 30% des pensions de retraite dans les 30 prochaines années. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Oui, donc, assumé, on diminue 30% voilà, donc des retraites. c'est au prix effectivement de l'appauvrissement progressif, relatif des retraités, et c'est au prix d'une ponction sur les actifs qui est totalement invraisemblable, actifs qui ensuite vont avoir des pensions très faibles. Donc il y a quand même des générations sacrifiées dans cette affaire. Donc c'est un appauvrissement, c'est une inégalité intergénérationnelle et c'est une catastrophe économique. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que si on se concentre sur la borne d'âge, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, en fait, toute réforme qui sauvegardera le système par répartition est vouée à l'échec. Parce que démographiquement, on voit que quelles que soient les simulations du corps, je me suis farci les 349 pages du rapport du corps, et en plus cette année, ils ont donné toutes leurs données en open data. Là-dessus, ils ont fait un formidable travail. Donc tu peux t'amuser après. C'est un élément de pénibilité. Non, moi je prends beaucoup de plaisir à ça, donc non pénibilité, mais j'ai comme ça que j'occupe mes soirs. Les week-ends d'Erwan. Mais non, juste les soirs. Vision professionnelle. Je ferai plus ça. Tu fais quoi, chérie? Écoute, open data. Annule le dîner, chérie. On sort pas. Vision professionnelle te guette. Et tu vois qu'en fait, quelle que soit la borne d'âge, ce qui est intéressant, c'est quelle que soit la borne d'âge, parce que tu as des distorsions aussi au niveau du taux de chômage, etc., le système par répartition est mort et enterré, quoi qu'il arrive. Parce que tout simplement, on vit beaucoup plus longtemps. Donc à moins de porter, j'ai regardé, ça commence à être... Mais même à 65 ans. Il faudrait qu'on soit à 67, 69, 70 ans pour que tu n'aies pas de perte parce que ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes la décorrélation entre le niveau de vie des actifs et le niveau de vie des retraités. Bien sûr. Tu passes de 105% aujourd'hui, qui est une anomalie, je suis d'accord, à 73, 72% selon les... Attends, lentement, tu vas trop vite sur des chiffres aussi importants. Aujourd'hui, le niveau des retraités est supérieur. Mais bien sûr, 5% supérieur. 5% supérieur au niveau des actifs. Et tu passes tout compris, c'est pas que les retraites, c'est aussi parce qu'ils sont propriétaires, ils sont rentiers, bien sûr. Mais qu'ils ont pu devenir propriétaires parce qu'ils avaient aussi un taux de prélèvement qui était C'est moindre. pas le niveau des pensions qui est 105% au-dessus des salaires. Mais même le taux de repli, et donc du coup il va diminuer entre 72 et 78%. Et ce qui est intéressant, c'est combien de temps? Alors, ça commence à baisser à partir de 2042, parce que 2042, tu as une rupture générationnelle en fait, qui fait que la population active a son pic en 2040. Donc, du coup, là, pour le coup, tu vas perdre 50 000 actifs par an jusqu'en 2050 et 35 000 actifs par an jusqu'en 2070. Tu veux demander à un responsable politique de faire aujourd'hui des réformes pour quelque chose qui viendra en 2042. Normalement, c'est peut-être précieux d'avoir un politique qui ne peut pas se représenter à la fin de son mandat, parce qu'il est potentiellement capable d'avoir un calcul à court terme et de prendre un sujet comme celui-là. Et un grand débat, c'est Leonidas, parce qu'il perd aussi, tu sais, les Américains parlent du canard à la tête coupée. Il perd aussi le pouvoir de faire passer ses réformes. Chirac ne pouvait pas se représenter. Non, mais c'est peut-être maintenant qu'il a raison de vouloir aller vite, parce que c'est maintenant qu'il a encore la capacité de faire cette réforme. Parce que la bonne réforme, elle est quoi? Capitalisation. Capitalisation. En plus, il y a un levier. À partir de 2028, tu as une baisse tendancielle justement du nombre de retraités jusqu'en 2041, parce que justement, tu as la montée en charge de Touraine et tu as les baby-boomers qui meurent. Et en fait,
nous, on a estimé que c'était entre 0,8 et 1,1 point de PIB en surplus par année que tu pouvais dégager grâce à ça. Alors, tout paramètre inchangé, taux de cotisation, taux de PIB, taux de pension, etc. Si jamais tu le mets chaque année, c'est quasiment 20 milliards d'euros dans un fonds. Au bout de 15 ans, au bout de 15 ans, avec un taux à 4% de rentabilité en capitalisation, ça permet de reverser à partir de 2042 où ça te baisse, ça permet de reverser entre 900 et 1500 euros par an par retraité. Tu touches à rien d'autre. Et en plus, tu offres une retraite par capitalisation aussi bien aux ouvriers Oui, mais tu pas aux... vas pas loin entre 900 et 1500 euros par. C'est-à-dire ton fonds de capitalisation, tu commences maintenant. Oui, mais Stéphane, je répète ce que je t'ai dit. C'est des centaines de milliards qu'il faut accumuler. Juste avec le surplus, tu arrives à 500 milliards d'ici 15 à 18 ans, les projections qu'on a fait. Et non, mais juste avec 4% de rentabilité par an, le seul fonds aujourd'hui qu'on a qui est géré par l'État en capitalisation, c'est Préfonds, la RAF. Il a affiché 9% de performance en 2020. L'autre caisse par capitalisation, qui est celle des retraites des pharmaciens, elle a affiché 10% en 2020. Et les pharmaciens, ils ont réussi à partir à la retraite 2 ans plus tôt grâce à ce fonds-là, avec une pension qui augmente. Donc, et là, je te dis ça à paramètre inchangé aujourd'hui. Après, tu peux faire le choix politique de dire de répartition de la capitalisation. Donc, tant qu'on n'ouvre pas ce débat-là, à mon avis, toutes les autres réformes, c'est de la littérature et de la poésie. Mais vous ne croyez pas quand même... l'histoire des seniors, c'est une révolution culturelle totale. Moi, j'ai l'impression qu'on le prend un peu à la légère, même quand tu en parles, Erwan Ser, même avec de la formation, etc. Et tout, mais cette idée, parce que il faudrait accepter des carrières descendantes. Oui, c'est ce qu'on disait en biseau. Oui, mais personne. Enfin, je suis le premier concerné. À un moment, en fait, t'es dans une carrière ascendante, et à un moment, t'arrives. C'est pas forcément d'ailleurs ton niveau d'incompétence, mais c'est simplement à un moment, tu peux pas monter plus haut, tu peux pas. Et donc, personne à ce moment-là n'accepte de redescendre. Tu comprends? Même en termes de management, je ne sais pas comment tu peux gérer une redescente. Il y a d'autres pays qui arrivent très bien. Je pense que nous avons effectivement un problème culturel vis-à-vis des seniors, et que le rôle peut évoluer, qu'on peut avoir un rôle de conseil, on peut avoir un rôle pour étendre l'entreprise dans d'autres régions. Enfin, véritablement, je ne crois pas en tous les cas que ce soit dans une guerre de tranchées avec un stylo de législateur qu'on règle des sujets comme cela. Je pense qu'il est temps que ce débat, qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait des entreprises qui prennent en main l'accompagnement de seniors. Mais les chefs d'entreprise aussi ont une grande responsabilité dans le fait qu'il y ait un taux si faible d'emploi des seniors. De ce point de vue-là, surtout les 60-64 ans, d'ailleurs. Nous allons avoir au sein d'Ethic une position collective sur le fait que nous allons identifier quelles sont les entreprises qui peuvent garder en leur sein plus longtemps que ce qui était prévu des seniors, parce qu'on pense que c'est de la responsabilité individuelle. Bertrand? Oui, enfin, comment dire, je suis d'accord avec tout ça, mais vite, ce qui détermine qui est un senior, c'est le système de retraite. Donc on ne peut pas dire que le système de retraite, il doit être réformé au bout d'un processus. Il est lui-même un élément fondamental. Si la retraite est à 55 ans, je suis désolé, on est senior à 40. Oui. Bon, quand la retraite était à 60, les entreprises vous regardaient bizarrement dès 45 ans. Donc à 65 ans, on est senior à 45 ans, on le forme. Ah bah bien sûr. Bien sûr, parce que c'est très gentil, toutes ces affaires, il faut constitutionnaliser le droit à la formation, etc. La vérité, c'est que si on peut partir à 60 ans, aucune entreprise et aucun individu ne voudra être formé à partir de 55 ans. On est bien d'accord. Voilà, alors que si la retraite est à 65 ans et qu'on est coincé sur le fait qu'on ne peut pas partir avant, 55 ans, et l'employeur et le salarié sont bien obligés de se projeter dans l'avenir. D'où encore l'importance de l'âge légal. Mais évidemment, par rapport à la durée de cotisation. Ça permet de ancrer le... Mais il faut aussi une durée de cotisation. Mais oui, je comprends. Ça permet de bouger le curseur. Mais bien sûr. Ancrer les anticipations. Mais oui, pour venir... Formule magique. Et je dis pas... et voilà, et c'est brutal, c'est bête, c'est pas très raffiné. Je suis d'accord sur ce qui a été dit sur la capitalisation. Voilà, mais bon, dans l'urgence où on est, c'est peut-être la moins mauvaise réforme possible. Merci à tous. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain pour d'autres débats. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.